L'immobilier, pour moi, c'est un investissement qui doit être passif. Ah, c'est marrant ça. J'ai pas le temps de m'en occuper. Ou tu veux pas prendre ce temps. Du coup, tu considères que tu gagnes plus. J'ai pas le temps. Ton temps rapporte plus. J'ai une femme, des enfants, un travail que j'adore. Et en plus, ouais, ça ne m'intéresse pas. Ok. Ah, c'est marrant que tu le vois. Là-dessus, on est complètement opposés. Parce que moi, du coup, j'adore faire de l'immobilier actif. Et justement, moi, je m'amuse pas si l'immobilier est passif. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais moi, je fais pas de l'immobilier pour m'amuser. Je fais de l'immobilier pour constituer un patrimoine. La question à comment t'es devenu millionnaire, c'est avec ma boîte. Ouais. Donc maintenant, t'as réinvesti ça dans l'immobilier qui fait forcément des petits, parce que l'immobilier, c'est un secteur qui est quand même rentable. Mais pas avec les deux quand même, parce que avec ma boîte, j'ai réussi à aller chercher le demi-million. Et c'est avec l'IMO que j'ai été chercher demi de plus. Donc je suis quand même... c'est grâce à ma boîte que j'ai pu lancer l'IMO. Parce que évidemment, sinon, quand t'as pas de capital, tu peux pas faire de l'IMO. Hein. Mais par contre, pour aller chercher le million, c'est via l'IMO. Salut Vincent, bienvenue dans les leviers de la liberté. Je vais t'expliquer un petit peu le concept de ce podcast. Moi, comme tu le sais, puisqu'on se suit sur LinkedIn et on échange souvent, moi j'aime bien tes prises de parole sur l'immobilier neuf. Et donc dans ce podcast, ce que je fais, c'est que j'essaye de donner toutes les clés pour qu'un particulier puisse faire le 0 à 1 million de patrimoine en partant de zéro. Alors en partant de zéro, il est polémique, on va en discuter. Évidemment, en partant de zéro, en acquérant les compétences, évidemment, parce quand on part de zéro, il faut d'abord se former, se faire la main. Et donc l'objectif, ça va être de donner un maximum de valeur à tous ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent avoir une sorte de trame et une vision assez claire de comment eux, ils pourraient atteindre cet objectif. Ça te va? Ça me va très bien. Ok, super. Je te suis en quelque sorte. Super. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter rapidement. Je sais que toi, tu es dans l'immobilier neuf. Exact. Généralement, c'est pas la première chose à laquelle on pense aujourd'hui quand on veut acheter dans l'immobilier. En tant qu'investisseur, en tout cas. En tant qu'investisseur. Raconte-nous ce que tu fais et pourquoi l'immobilier neuf a moins la cote, là, j'ai envie de savoir, moi. Alors, moins la cote, on va dire que c'est relatif. Ça dépend des clients. Déjà, ce que je fais, donc Vincent Bellassène, moi, je suis le fondateur du groupe Côté Neuf. Donc, aujourd'hui, une petite trentaine de collaborateurs. Nous, on est dédié à la commercialisation de programmes immobiliers neufs partout en France. Donc, je sais pas si tu vois ce que fait un courtier en prêt immobilier. Tu as une idée un peu? Ouais, je vois. On fait la même chose, mais avec tous les appartements et toutes les maisons qui sont disponibles en VFA, donc dans l'immobilier neuf collectif. Nous, on va prendre des clients qui ont une envie d'acheter, qui connaissent ou pas le neuf, et on va leur délivrer en gros un service gratuit qui va leur permettre de faire le tour du marché du neuf, voir les perspectives qui leur sont offertes par rapport à leur budget, et avoir un accompagnement personnalisé de quelqu'un qui a l'habitude de tout ce qui se passe dans le neuf, de comment on sélectionne un bien, et comment on va les chercher et comment on va les négocier. Et donc tout ça, on le fait gratuitement, avec un délai d'accompagnement généralement qui va de 40 à 60 jours pour trouver ou pas trouver la pépite pour le client dans son budget et dans son secteur. Ok, donc en VFA, pour ceux qui nous regardent et qui sont pas forcément familiers avec tous les termes, je vais me permettre un peu de le définir. En VFA, c'est vente en état futur d'achèvement. Exactement. C'est-à-dire que le promoteur vend en quelque sorte sur plan. Tout à fait. Avec une garantie que les travaux vont bien être exécutés, telle que la belle petite image 3D qu'il est en train de nous montrer au moment où il nous vend le bien. Et le beau plan 2D, parce qu'on n'a pas que la 3D, on a le beau plan tout plat avec la chambre qui fait ça et la cuisine qui fait ça. VFA, aujourd'hui, on a aussi pas mal de livrets très récents, très récemment, qui sont encore en vente. Donc, quand on achète avec Côté Neuf, on n'achète pas forcément quelque chose qui est livré dans 2 ans. Du fait de la structure de marché aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sont livrées très rapidement ou qui sont livrables. Donc, tu vois, moi, mon métier a un peu changé là très récemment. On fait pas mal de visites. Donc, mes équipes, ça les fait beaucoup rigoler parce que pendant des années, on n'a jamais fait de visite. Et là, on commence à faire un petit peu des visites avec le client. Donc c'est assez sympa. Parce qu'il y a du stock. Parce qu'il y a du stock et de fait du stock dur. Soit des retours à la vente liés à un divorce des clients, un refus de financement avec un client qui avait bloqué le lot pendant 12 mois en étant sûr qu'il allait avoir son financement. Et le marché s'est pas beaucoup amélioré sur le financement. Donc, on a pas mal de choses qui reviennent à la vente et qui sont sur la toute fin des projets. Ok. Et ça fait combien de temps, toi, que tu fais ça? Alors, Côté Neuf, ça fait en gros 4 ans. Ok. Qu'on a lancé cette structure-là. Moi, avant, j'avais des agences de courtage en crédit immobilier. Et encore avant, j'ai eu une petite carrière de 6-7 ans dans un réseau bancaire. D'accord. Donc toi, si j'ai bien compris, c'est vraiment un clé en main. Et de ce clé en main, j'ai aussi entendu gratuitement. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un a un besoin. Toi, tu vas pas lui demander un acompte pour lancer, lui mettre à dispo des ressources de recherche, etc. Moi, mon service de recherche est gratuit parce que, enfin, je dis gratuit, il est pas gratuit parce qu'il faut bien que je gagne ma vie, mais il est pas gratuit parce qu'il est payé par les promoteurs. Les promoteurs vont chercher dans une structure comme la mienne un substitut ou un complément à leur force de vente interne. D'accord, tu substitues un peu aux bulles de vente qu'on peut voir au pied des immeubles. Moi, mon but objectif, c'est qu'il n'y ait plus de bulles de vente et que les clients passent par nous. Ok, très clair. Donc, ils vont, dans ta rémunération, ils vont te payer pour, du coup, onboarder des clients. Donc, le modèle économique, c'est... En cas de réalisation, on va être payé en lieu et place de la bulle de vente du promoteur.
D'accord. Donc t'es payé sur une performance du coup. Sinon, si la personne n'achète pas, tu. Non, mais après dans les volumes, si on travaille bien, il y a toujours effectivement un certain nombre de clients qui va finir par acheter parce que l'opération leur convient, elle est au bon endroit, au bon prix et que c'est ce qu'il leur faut. Et donc, nous on n'a pas de problématique avec ça. On sait qu'aujourd'hui, en gros, dans les belles périodes, on a 2 clients sur 10 qui vont finalement réaliser une opération avec nous, et dans une période un peu plus difficile, entre 1 et 1,5. Et c'est le jeu de notre accompagnement, et un courtier en prêt immobilier, c'est pareil. Ouais, donc c'est bien. Moi, j'aime bien les gens qui sont payés à la perf. Moi, je suis issu de ce milieu sur le digital. Moi, j'ai toujours vécu de la perf. J'ai toujours vendu des choses à la performance aux clients. Ça nous oblige à être bon, à suivre les clients, à ne rien lâcher dans la négo aussi, parce que finalement, on est les partenaires des promoteurs, mais on est d'abord l'avocat du client. Si on n'a pas le bon prix, le client il signe pas, et donc si le client il signe pas, nous on n'a pas de REM. Ouais. Et donc on est un peu un avocat face au juge ou un courtier quand vous allez faire un crédit immobilier, mais dédié à l'immobilier neuf. Ok, intéressant. Alors on va rentrer dans le vif. Moi j'ai envie d'être très activable pour ceux qui nous regardent. Donc j'aimerais bien savoir pour qui en ce moment c'est intéressant de passer par du neuf plutôt que de l'ancien. Dans quel contexte? Dans le cadre de l'acquisition. Dans le cadre toujours de cette idée, voilà, je veux me construire un patrimoine de 1 million d'euros dans l'immobilier. Je possède ou pas ma résidence principale. Peut-être que d'ailleurs le neuf, je me dis, ça peut être un bon point d'entrée sur une RP. Je sais qu'il y a au niveau des financements en ce moment, il y a pas mal d'aides qui se cumulent et on peut avoir des taux qui s'approchent des 1% quand on est un peu intelligent. Alors moi j'aime bien ta vision du road to 1 million, tu vois. Néanmoins, on a quand même déjà 42% des gens en France qui sont propriétaires de rien du tout. Donc moi, ma première vision en tant que chef d'entreprise, c'est pas de me dire, tiens, mon client, comment je vais l'amener à 1 million? C'est déjà comment il va se constituer un premier patrimoine, capitaliser quelque chose, soit pour lui et sa retraite, valoriser finalement des loyers qui seraient aujourd'hui versés sur non-possession de biens, et puis derrière, pouvoir soit le transmettre, soit pouvoir le revendre pour avoir un capital à la retraite dont il pourra disposer. Ça, c'est la première étape. Après, l'étape d'en acheter 2, 3, 4, 5 pour se libérer des contraintes du travail, ça peut être un objectif, mais c'est clairement pas l'objectif de tous les clients. Donc, mais j'ai compris que c'est l'objectif du podcast. Donc, ma première chose, effectivement, moi, c'est déjà d'enlever toutes les légendes du neuf et d'activer des clients qui sont immédiatement activables. Soit mieux par le neuf, soit que par le neuf, notamment en primo-accession. Donc, les gens qui achètent pour la première fois aujourd'hui, j'ai fait plusieurs communications récemment là-dessus, on a déjà une partie financière qui est avantagée. Ça veut dire qu'on va avoir, selon ses revenus, selon sa zone d'acquisition, un prêt à taux zéro qui peut monter jusqu'à 50% de la valeur du bien. Ok, comment on fait ça? C'est très simple, il suffit de pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières années, acheter un bien neuf en tant que primo-accédant, et puis rentrer dans les plafonds de ressources du prêt à taux zéro qui ont été augmentés cette année. Qui sont en gros, en zone A, c'est-à-dire la zone un peu dense, les grandes métropoles françaises, pour avoir 40% de PTZ, il faut que tu sois en dessous de 37 000 euros de revenus fiscal de référence. Bon, gagner moins de 40 000 euros net pour une personne seule, et moins de, en gros, 52 53 000 euros net pour avoir 20% de prêt à taux zéro. Quand tu es en couple, si tu veux dire? Non, seul. Ah oui, seul. Non, les plafonds sont quand même plutôt élevés. Okay. C'est juste qu'il y a plusieurs tranches qui permettent d'avoir un peu prêt à taux zéro plus ou moins grand. D'accord. Plus t'es riche, moins t'as de prêt à taux zéro, tu dépasses un certain seuil, après t'en as plus du tout. Et il n'y a pas de distinguo entre Paris, pas Paris, parce que bon, à Paris, ces salaires-là, ça se dit pas comme ça. Ça se dit plutôt zone A, A10, B, enfin B1, B2, C. Donc il y a une prise en compte en fait du fait que potentiellement en Île-de-France à Paris, on gagne un peu ou une métropole. Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille. Plus t'es dans une grande ville, plus les plafonds finalement sont élevés, mais c'est pas le revenu qui est pris en compte. Enfin, c'est le revenu qui est pris en compte, mais c'est lié au fait que de toute façon, les prix sont plus chers dans ces secteurs-là. Donc tu vas avoir plus de revenus, et donc on va aider, même si t'achètes un peu plus cher qu'en B1, on va t'aider un peu plus. Ok, très clair. Voilà. Donc le prêt à taux zéro, les banques qui ont besoin de verdir finalement leur offre de financement. Le neuf, faut pas oublier, le neuf aujourd'hui, c'est DPE A ou B. T'as que 4% des biens immobiliers français qui sont dans cette tranche-là. Donc on veut des biens écologiques, le plus écologique possible en tout cas. Et donc on veut du A ou du B le plus possible sur le marché. Et donc les banques, ça les met bien, j'imagine, dans leurs critères ESG, d'aller faire plus de prêts pour des DPE AB. Et donc ils vont valoriser en ce moment tout ce qui est soit très rénové, donc ABC, soit du neuf. Et donc tu vas avoir des prêts à taux zéro encore complémentaires de 20 à 40 000 euros selon ton DPE et ton âge pour permettre de baisser ce taux moyen. Donc là, j'en parlais avec un courtier qui a fait un dossier pour nous la semaine dernière. Taux moyen sur 25 ans pour un client primo-accédant en incluant la totalité des aides, 0,94. Ouais, c'est cool. On n'en parle pas beaucoup de ça en fait, moi. Moi j'essaye. Je trouve. Ouais, je sais, mais voilà, les médias, ils veulent pas en. Enfin, je trouve que. Mais moi, quand je parle. Les médias en général parlent pas beaucoup d'immobilier de toute façon. Ils disent juste les prix montent, les prix baissent. Ouais, mais je trouve que les particuliers, en tout cas, ils sont pas au courant de ça. J'ai l'impression que même les investisseurs, mais il y en a très très peu quand je parle autour de moi. Les investisseurs, ils n'ont pas le droit, de fait. Oui. Vu qu'ils l'achètent pas pour habiter. Donc, et en fait, t'as quand même un truc qui arrive dans le débat très rapidement avec le neuf. C'est oui, Vincent, t'es mignon, mais on est 25% plus cher que le prix de l'ancien dans le même secteur. Et donc, ça met un frein tout de suite
à la disposition psychologique de se dire, je vais regarder quand même. Ouais, mais alors là, moi, je vais aller dans ton sens. Mais pour moi, ça, c'est souvent dû à une méconnaissance du marché. Parce qu'en soi, si on achète du neuf en RE 2020, aujourd'hui, quand tu vois le dernier rapport des notaires, ils considèrent qu'en gros, il y a 5% d'écart de prix par note. Donc, en fait, si on prend que tu as RE 2020, RT 2012, A, B, C, et qu'à chaque fois, tu appliques 5%, bah forcément que si tu compares une lettre D à une lettre RE 2020, bah oui, tu es à 25% plus cher. Bah forcément, parce que ça c'est pas encore dans les us et coutumes. C'est ça que je veux te dire. C'est qu'on fait, un prix au mètre carré moyen par secteur sans prise en compte du DPE aujourd'hui. En tout cas, au niveau médiatique. Donc, le va être rapidement ça va changer, changer. Ouais, je pense, et surtout qu'à mon avis, là, je sais pas si tu l'avais vu, mais quand ils ont mis la loi climat en place, qui a déjà du mal à se mettre en place, donc l'idée que si tu as un DPE trop dégradé, G+, G, F, eh bien, on va t'interdire de louer ou t'obliger à faire des travaux de rénovation. Au départ de cette loi-là, l'idée, c'était même de se dire, en 2040 ou en 2050, tu ne pourrais plus vendre, y compris ta résidence principale, si t'as pas atteint une certaine lettre. Donc, ils l'ont pas mis dedans parce que le démarrage était déjà compliqué à faire avaler, mais a priori, ça va venir. Quand ils ont une idée, elle finit par être appliquée à un moment ou à un autre. Donc, c'est peut-être à une échéance de 10, 15, 20 ans. Maintenant, moi, j'ai plein de clients qui aujourd'hui me disent, quand j'investis, que ce soit pour habiter ou pour investir, avoir une sérénité de 20 ou 25 ans sur la détention, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Et donc, c'est quand même une partie de notre travail d'expliquer ce prix. Tu vois, je voyais une vidéo que tu faisais où tu rénovais un corps de ferme. Je trouvais ça très sympa, d'ailleurs, le modèle de build and public que tu as fait. Mais tu es à 1 000 € du mètre carré, sans prise en compte de ton travail, ni d'organisation, ni de main-d'œuvre. Et on se dit finalement, sur un prix moyen à 4 000 € dans le secteur, tu serais déjà à 25% de plus entre un bien neuf et un bien totalement neutre. Donc, quelqu'un qui est du métier de l'ancien peut l'expliquer, mais le tout venant, il va avoir un T3 dans le même secteur en Ile-de-France à 290 000 € dans l'ancien et 350 000 € dans le neuf dans la même rue. Sa première réaction, c'est de te regarder avec des gros yeux. Comme on vient de le voir, l'investissement immobilier a le pouvoir de changer des vies. Et je suis convaincu que les effets de levier immobilier peuvent permettre à tous ceux qui sont motivés et ambitieux d'atteindre un patrimoine de plus de 1 million d'euros en quelques années, comme je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai fondé le club Immopreneur. D'un côté, j'aide les investisseurs débutants à chasser des passoires thermiques rentables et autofinancés à plus de 7% de rendement. De l'autre, j'aide les plus confirmés à réaliser une construction de 2 petites maisons accolées de 75 mètres carrés. Cette technique peu connue permet de réaliser facilement un minimum de 100 000 € de plus-value en une seule opération. La stratégie est la suivante. Acheter un terrain et construire en investissant 400 000 €, puis diviser la parcelle cadastrale pour revendre minimum 500 000 €. Pour y arriver, nous accompagnons les membres de A à Z, de la recherche du terrain, à l'obtention des financements, au plan de la maison, à la gestion des démarches administratives, jusqu'à l'obtention du permis de construire. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Ouais, sauf que pour atteindre la même performance énergétique, c'est ce que ça lui coûterait. Voire impossible parce que la copro, c'est pas sûr qu'elle accepte. Ouais, mais exactement. D'abord, il va faire les gros yeux. Et ensuite, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on reprend les deux prix. On compte déjà l'écart de frais de notaire. Aujourd'hui, 80% de nos opérations, ça durera peut-être pas, mais passer avec les frais de notaire offerts. Donc le client, il gagne tout de suite 8% de prix finalement par rapport à une opération. Et en plus, qu'il n'a pas à apporter. Et on va regarder avec lui les charges de copro existantes dans l'ancien, dans le fameux bien qui nous montre à 290, les charges de copro et d'énergie prévisionnelle du bien neuf, les éventuelles aides mensuelles liées à la baisse de taux, et on regarde ensemble combien ça fait tous les mois. Et la surprise qu'ils ont souvent, c'est que malgré un différentiel de prix neuf, ancien, en défaveur du neuf de 20, 25, 27, 28%, on se retrouve avec des échéances mensuelles dans le neuf qui sont parfois moins chères. Ouais, ça m'étonne pas. Et donc, cette démonstration-là, plus la sécurité à long terme, elle fait basculer, y compris des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'aide. Quand je vais voir quelqu'un et que je lui dis, écoute, tu veux du neuf, tu veux un T3, t'as la capacité de l'acheter. Parce que ça, c'est un autre sujet. Quand on perd une pièce pour acheter du neuf, des fois, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais t'as la capacité de l'acheter. Et il faut que je lui dis, finalement, ça te coûte 80 € par mois de plus de vivre dans un bien en RE 2020 par rapport à un bien où il y aura peut-être des travaux dans les 10 ans, où la copro va peut-être être rénovée, où il y aura peut-être un ravalement. Il y aura forcément tout ça. Parce que dans les 10 ans, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses. Oui. Et quand je lui dis là, t'as la sécurité totale pendant 10 ans. Et en plus, t'es dans un DPE qui fait que t'es sûr qu'au niveau énergétique, tu seras sécurisé pendant 20 ou 25 ans. Et que je lui dis par contre, c'est 80 € de plus par mois. D'un coup, c'est plus 25-27%, c'est plus 80 000 €, c'est 80 € par mois. Et sachant que c'est ce qu'il économise, c'est ce qu'il va économiser en énergie tous les mois. Même si on compte l'énergie et qu'il doit payer 80 € de plus, le gars il fait son rapport. Il se dit attends, c'est 2 abonnements Canal, c'est à peine ce que je paye pour regarder le foot. Parce que t'inclus l'énergie là-dedans, t'inclus le différentiel. Le différentiel d'énergie, de consommation
pourrais jamais inclure le différentiel de sécurisation lié à la hausse de l'énergie. C'est-à-dire que demain, les prix, ils font encore x2, bah, ils feront x2 deux fois plus dans l'ancien que dans le neuf, vu que tu payes 2 fois moins de base. Ouais. Hein, ton 40 euros deviendra 80, ton 80, il deviendra 160. Donc l'impact réel en euros est plus élevé. Mais ça, je peux pas l'inclure. Ce qui va sûrement se passer. Je pense, mais en tout cas, tu te couvres aussi contre ce risque-là, contre un risque éventuel d'une explosion du prix de l'énergie et donc d'une mauvaise maîtrise de tes coûts d'habitation. Mais franchement, même sans tout ça, tu dis à quelqu'un, est-ce que pour 80 euros par mois, ça te dit de vivre dans le neuf, dans une résidence de 7 années, où il y a un digicode, parce que dans les prix, on compte pas le parking en plus, mais bon, t'as un parking. Oui, ce qui est quand même... Ce qui est fou, parce que le parking est souvent valorisé 15 à 25 000 euros selon les secteurs. Ouais. Donc, on compte pas le parking, t'as un ascenseur qui est neuf, t'as une copro qui est neuve, t'auras pas de ravalement, 80 euros par mois, qu'est-ce que t'en penses? Finalement, souvent, la réflexion, elle est différente. Ah, c'est clair. Donc ça, c'est dans l'appréhension des choses. Et après, tu me parlais d'investisseurs. Moi, perso, j'ai acheté en investissement, j'ai fait un Pinel, perso. J'ai acheté dans le neuf tout de suite. Mais moi, si tu me redemandes demain, tu veux investir, t'achètes du neuf ou de l'ancien. Moi, je suis chef d'entreprise, je gère plusieurs dizaines de personnes. L'immobilier, pour moi, c'est un investissement qui doit être passif. Ah, c'est marrant ça. J'ai pas le temps de m'en occuper. Ou tu veux pas prendre ce temps. Du coup, tu considères que tu gagnes plus. J'ai pas le temps. Ton temps rapporte plus. J'ai une femme, des enfants, un travail que j'adore. Et en plus, ouais, ça ne m'intéresse pas. Ok. Ah, c'est marrant que tu le vois. Là-dessus, on est complètement opposés. Parce que moi, du coup, j'adore faire de l'immobilier actif. Et justement, moi, je m'amuse pas si l'immobilier est passif. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais moi, je fais pas de l'immobilier pour m'amuser. Je fais de l'immobilier pour constituer un patrimoine. Ouais, ok. Moi, il y a une question kiff. C'est vrai que dans ma démarche. Moi, mon kiff, c'est de gérer ma boîte. C'est de m'occuper de ma famille. Tu vois. Donc, mes investisseurs à moi, quand ils viennent, et que j'ai plein d'investisseurs qui achètent du neuf. Ouais. Mais la chose commune, c'est que si tu leur dis, tu préfères 4% de renta, sûr et certain, pas de travaux, pas de mauvaises surprises, un locataire en plus, généralement qui va rester très longtemps parce que son bien, il est quand même top, ou aller faire le maître d'œuvre dans l'ancien, généralement, ils me regardent, ils me disent merci, mais je vais faire du neuf. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, souvent, en plus, dans l'ancien, entre un 4 et un 7, bon, pour 3%, ça fait quoi, 150 euros par mois d'écart? Oui, c'est ça. Et au final, et puis, si tu montes à 10 ou 12, tu vas rien faire. Ça veut dire que tu deviens maître d'œuvre. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Mais tu comprends ce que je veux dire. Sûr. Si tu fais 10 ou 12% de renta, tu vois, moi, j'ai plein de gens qui me disent, tu compares 4%, moi, je fais 12. Je dis, mais toi, c'est ton travail, en fait. Toi, tu passes la moitié de tes semaines maintenant. Pour faire du 12%, soit faut prendre du risque avec des emplacements moyens ou des secteurs moyens, soit faut être vraiment dedans, connaître et en faire une partie de ton activité parce que c'est ton kiff, soit faut l'exploiter en tant que limite activité pro. Ouais. Tu vas faire des love rooms, tu vas en faire un studio, comme ici. Ouais, ou des colocs ou des... Non mais tu comprends, ça devient de l'exploitation. C'est-à-dire que c'est plus de l'immobilier quasiment. Bah parce que c'est vrai que oui, toi tu considères que l'IMO doit être passif par essence. En tout cas, c'est ton c'est comme ça que toi tu le fais. C'est mon profil d'investisseur. Ouais, c'est ça, c'est ton profil. Tu vois. Et je pense que ceux qui s'orientent vers le neuf sont pour la plupart comme ça. Ils veulent un bien patrimonial. Le client qui vient dans le neuf en se disant je veux faire une plus-value à 3 ans, c'est généralement pas son objectif primaire. Donc tu vois, ton road to 1 million, on en rigolait tout à l'heure parce que tu me disais finalement, moi je fais un podcast pour passer de 0 à 1 million. Et la question à comment t'es devenu millionnaire, c'est avec ma boîte. Ouais. Donc maintenant, t'as réinvesti ça dans l'immobilier qui fait forcément des petits parce que l'immobilier, c'est un secteur qui est quand même rentable. Mais enfin, avec les deux quand même, parce que avec ma boîte, j'ai réussi à aller chercher le demi-million. Et c'est avec l'IMO que j'ai été chercher le demi de plus. Donc je suis quand même... c'est grâce à ma boîte que j'ai pu lancer l'IMO. Parce que évidemment, sinon, bah, quand t'as pas de capital, tu peux pas faire de l'IMO. Hein. Mais par contre, pour aller chercher le million, c'est via l'IMO. Ouais, okay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, moi, ma vision, c'est que maintenant que j'ai du capital, alors après, ça dépend vraiment, c'est toujours pareil, ça dépend vraiment sur les profils. C'est devenu ton métier, à toi. Ouais, moi, c'est devenu mon métier parce que moi, je vais être solopreneur. J'ai pas pour ambition, comme toi, tu le fais, de gérer des équipes ou de développer, de valoriser une boîte. Moi, je considère qu'avec l'effet de levier immobilier, en fait, en faisant de l'immobilier actif, mais toi, t'es marchand de biens. Tu peux aller faire autant d'argent qu'en faisant une boîte. Oui, mais t'es marchand de biens rénovateur. Bah, je fais un peu de tout. Je suis plus construction de maison, mais s'il y a des OP de marchand, je fais. C'est très actif, en fait, c'est une activité. Ce que je veux dire, c'est que là, toi, t'es entrepreneur dans l'immobilier. Oui. T'es plus investisseur. En fait, il faut. Ah oui, non, je suis plus investisseur. À ton niveau, à toi, il faut un niveau de connaissance qui, je pense, dans le Road to 1 Million, n'est pas vu à 1 millième par qui que ce soit qui te regarde. Il faut un niveau. Oui, non, mais il y en a quelques-uns. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, la grande masse des profils qui viennent me voir après avoir vu des
des vidéos YouTube et qui me disent ah non mais moi attends le travail j'en ai marre, pas trop il me saoule. Il faut vraiment que je devienne riche. La plupart du temps Tu vois cette audience même dans le neuf aussi, ouais, tu remarques. Toi, tu en tout cas ça ils arrivent chez moi en me disant est-ce que dans le neuf c'est possible avec ce biais. Ouais, mais je leur dis rassure-toi, dans l'ancien non plus en fait. Non mais tu vois, je leur dis c'est possible nulle part. Si t'as aucune connaissance. Bah, en vrai c'est possible dans le neuf parce qu'en soi si t'investis à 4% dans l'IMO, si t'as un levier x10, je te suis. En réalité tu fais du 40%. Un levier x10. Si pour acheter un logement à 400 000 euros en IDF tu mets 40 000 d'apport. Ah non mais même nous franchement t'y vas avec 2% d'apport ça passe. Voilà, bah, zéro problème. Si tu vas avec 2%. Mais tu peux en financer qu'un. Moi il est là mon biais. Il est. Une fois que les loyers rentrent, tu peux pas. Après, en fait, ma problématique. C'est plus pris en compte dans le taux d'endettement. Une fois qu'il est loué depuis 6 mois, 1 an, il n'y a plus le différentiel. Mais une fois que c'est loué. Mais peu importe. Le taux d'endettement, c'est un ratio, d'accord, qui prend tes ressources, enfin tes charges sur tes ressources. De là, on fait un pourcentage. L'avantage du différentiel, c'était qu'on disait, bah attends, on va prendre 70% de ton loyer. Tu as 1000 euros de loyer, ça te fait 700 euros de loyer. Tu as 700 euros de crédit. Pouf, on fait tout disparaître. Il y a plus rien dans ton dossier. C'est plus ça maintenant. Oui, mais si c'est une fois que c'est loué. Mais même, ça veut dire que maintenant, bah, ces 700 euros-là, on va les compter vraiment dans ton dossier. Ouais. Tu gagnes 3000 euros. Eh bien, finalement, tu gagneras 3700 euros, mais on t'intégrera 700 euros de charges. Et donc, en fait, tes charges représentent 3 fois plus dans ton taux d'endettement que tes revenus. Donc, il faudrait, pour que tu aies un impact de 0 sur ton acquisition, que tu aies 3 fois plus de revenus locatifs à 70% ou à 100%, mais 3 fois plus de revenus locatifs que de charges de crédit. Ouais, mais après, en soi, tu passes en SCI. Enfin, on est à l'époque où tu peux créer une SCI pour 150 euros sur Internet. C'est un super conseil que donnent beaucoup de notaires, notamment, que j'entends beaucoup sur YouTube. Et moi, ce que je dis à chaque fois à mes clients, c'est votre notaire qui vous a donné le conseil de passer en SCI pour, invisibiliser vos charges actuelles, parce que c'est ça l'idée, ou invisibiliser l'investissement que vous allez faire, eh bien, demandez-lui de vous trouver le financeur qui le fait. Bah, il y en a beaucoup en SCI. Il y en a quelques-uns. Maintenant, ils font même le différentiel en SCI. Oui, mais c'est parce qu'il y a des petits creux de marché. Aujourd'hui, c'est parce que c'est une personne morale. Le HCSF, a priori, est pas très ouvert à l'idée que la personne morale permette de masquer les encours des associés. C'est sûr ça qu'ils sont pas ouverts? Moi, j'ai fait 7 ans. Moi, j'ai fait 7 ans dans une grande banque nationale. Ouais. Déjà, à l'époque du différentiel, on n'avait pas le droit de le faire. C'est-à-dire que si on montait une SCI, il fallait prendre l'intégralité des revenus et des dettes de l'intégralité des associés caution. Ouais. Tu vois? Donc, finalement, c'est des biais de marché. Mais si tu tombes pas sur la bonne banque, le bon banquier. Ça se trouve, ça. Ça se trouve. Mais ce que je veux dire, c'est quand on en fait une règle générale. Tu comprends? Oui, mais là, nous, on est plutôt. Moi, je suis plutôt dans le sens où je fais pas une règle générale. Celui qui nous écoute ou qui nous lit sur Internet. Tu crois qu'il connaît le bon? À monter en compétence. Mais il cherche à creuser. Mais il connaît le bon banquier. Moi, je leur donne s'il y a besoin. Ok. Ouais, vous avez entendu. Il y a le banquier SCI différentiel. Ça vaut de l'argent. Hein. Ouais, mais moi, je le vends pas. Bah, ça, c'est cool. C'est là où je fais ma différence sur le marché. En gros, ces opérations-là sont faites sur un biais de marché. Ouais. Voilà. Mais il y a toujours des biais de marché. Oui, mais c'est un biais de marché et on peut pas, en faire une règle générale, et deux, c'est ce qui a mené au HCSF. C'est-à-dire, ils ont bloqué le marché, à mon avis, parce qu'on avait vendu trop d'immeubles de rendement en différentiel à des smicards à Mulhouse. Oui. Et que voyant la loi climat arriver, ils se sont dit, on va se retrouver avec énormément de gens en surendettement parce qu'il va falloir faire les travaux dans ces immeubles et que les gars, dans leur vrai travail, ils gagnent que 1500 euros et que ça va être très compliqué. Donc, voilà. D'autres les rachèteront. Eh ben oui, vous êtes là pour ça, hein. Mais et moins cher. Oui, mais en attendant, ils auront encaissé les loyers, ils auront remboursé du capital en soi. Non, mais ils n'ont pas vraiment perdu d'argent. Je suis volontairement moqueur pour dire, en gros, que c'est des populations qui sont différentes et que, à mon avis, par contre, on devient plus facilement riche avec son travail qu'avec l'immobilier. Mais j'ai envie de te couper. Vas-y, moi je t'en prie. Je trouve que c'est un mythe, ce truc qu'on vend de l'investissement immobilier au smicard. Moi, tous les jours. J'en ai vu des caisses. Pourtant, moi, il m'appelle pas. Moi, à l'époque, j'étais courtier en primo. Hein. Ok. J'en vois pas, moi, autour de moi, des smicards qui investissent dans l'immobilier. Le nombre de dossiers que j'ai reçus où on m'a dit, tu crées une SCI, t'inquiète pas, je te fais une... Ça existe. Waouh, oui. Moi, en fait, j'ai l'impression que ce truc n'existe pas. Non, mais ça existe plus. Mais alors, 2016-2020, c'était la foire à la saucisse. Donc, il y en a eu, mais mais même à cette époque-là, tu vois, moi, par exemple, je vendais des leads Pinel aux promoteurs. Alors, on dit, on a vendu des Pinel à des smicards et des machins et des trucs. Pas vraiment, parce que de toute façon, moi qui vendais des leads, si le mec n'avait pas un minimum de taux d'impôt, le lead n'était même pas vendu. Moi, j'ai jamais entendu cette rumeur-là sur le Pinel. D'accord. J'ai entendu qu'on construisait des choses pas très cool à des prix très élevés pour vendre des Pinel, et ça, c'est la vérité. Mais ça a été moins de 5% des Pinel. Je pense. Mais c'est cela qu'on entend. Bah ouais. C'est comme dans le neuf, quand on dit, dans le neuf, il y a des malfaçons.
Ah oui, parce que le média, pour faire un peu de vue, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller filmer la livraison où il y a 2 clients qui sont très énervés parce qu'il y a de l'eau qui coule dans une paroi. Oui, ça arrive, tu vois, c'est peut-être 0,2% des cas, ça arrive. Mais ça va vite devenir représentatif de ce qu'est le neuf ou de ce qu'est le Pinel, parce que c'est ça qu'on entend. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis au gouvernement de tuer très facilement le Pinel. Alors que pas du tout. En fait, la plupart des gens... non, mais je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un Pinel. Bah oui, mais la plupart des gens qui ont acheté des Pinel entre 2018 et 2021, quand on voit le pump immobilier qui a eu lieu en post-Covid, s'ils l'ont acheté tout ce qui est bordure de mer, ou s'ils il y en a plein qui l'ont acheté même l'Île-de-France. Moi j'ai acheté en Île-de-France. L'Île-de-France, tu peux pas perdre d'argent avec un Pinel à l'époque. Dans les 30% de plus-value déjà. Bah oui. J'ai acheté, c'est quelque chose que je me suis fait livrer en 2017-2018. Puis d'autant que c'est plus des DPE qui sont pas bons, qui prennent des charges en ce moment. Non, mais les bons DPE, ils ont pas bougé, la vraie vérité, c'est que par contre, il y a quelque chose de vrai, c'est que les promoteurs, moins leur programme est bon, plus ils payent cher. Plus le promoteur paye cher, un intermédiaire pour moins le programme est bon. C'est une règle basique. C'est pour ça que je dis souvent, moi, sur LinkedIn, n'achetez jamais votre Pinel avec un banquier ou un CGP. Bah oui, parce qu'il peut même trier ses grilles d'honoraires pour savoir combien il est payé et vous vendre ce qui est pas bon. C'est un peu ça. Donc en gros, plus c'est payé, moins c'est bon. Et donc forcément, bah il y a beaucoup d'intermédiaires qui, au lieu de vouloir faire du volume sur des choses super, se sont dit je vais peut-être en vendre moins parce que ça me fera moins travailler et je vais aller chercher les choses qui ont été construites pas super, trop chères dans des secteurs pas très prisés. Ça a été beaucoup le cas en périphérie de Toulouse avec des tramways qui arrivaient en 2038. Bon voilà, c'est aussi une question de philosophie de l'intermédiaire, mais ça le client il peut pas le décider. Moi je pense que le Pinel on aurait dû le conserver et on aurait pu tuer ces effets d'aubaine avec un recentrage, notamment sur les zones, avec des sortes de passe Pinel pour les promoteurs quand c'est des zones très tendues en besoin d'habitation. L'idée fiscale du Pinel était super. Ouais, moi je trouve aussi, ça permettait quand même de faire de l'emploi. Voilà, tu vas voir. Après, c'était un peu, il aurait fallu l'amender pour éviter ces effets d'aubaine. Ouais, c'est ça. Mais là, ils vont nous remettre un truc en 2005 ou 2026. Il y en a plein qui disent que ce sera moins bien. Il y en a plein qui disent que non. Moi, j'aime bien cette... alors, je vois beaucoup de mes confrères dans le secteur de l'IMO gueuler parce qu'il y a plus vraiment d'incentive. Ils ont mis l'ARE 2020, le DPE, ils ont enlevé le Pinel, ils vont tuer le Airbnb, ils ont baissé l'avantage fiscal. Le LMNP, à mon avis, ils vont le toucher. Mais moi, perso, je suis pour. Moi, j'aime bien l'idée d'être un pays où il n'y a plus un millefeuille fiscal et où, en fait, l'investisseur, maintenant, il prend des décisions sans avoir besoin de payer des calculettes en ligne de tarés pour regarder tous les impacts fiscaux, etc. Je suis d'accord avec maintenant, toi. Tout est un peu au même niveau. On se dit, maintenant, on regarde vraiment la valeur intrinsèque, on regarde vraiment le DPE, la consommation d'énergie. Et en fait, on revient sur des gros basiques qui font que je pense, à court terme, ça tue un peu le marché. Mais peut-être que c'est pas un si mauvais pari à long terme. Alors moi, je vais être d'accord avec toi avec une réserve, c'est que tu as quand même un coût technique de construction que tu connais. Et donc, ça veut dire que tu auras que du neuf que dans des secteurs où les prix moyens au mètre carré à la revente sont très élevés. Ouais, en dessous de 3005 le mètre, c'est impossible. C'est mort. De construire mais du sauf neuf. que 3005 du mètre, c'est 80% du territoire français. Ouais. Donc, ça veut dire que tu dis à tous les gens dans 80% du territoire, comme l'État n'a plus de politique du logement, vous finissez la construction d'habitation. Et surtout qu'il n'y a plus le loc avantage aussi qui s'arrête à la fin de l'année. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça va être ça. Moi, je suis d'accord avec l'idée, mais pour moi, j'aime bien l'idée du libéralisme, on aide personne, on laisse les marchés voguer et puis on verra qui gagne. Simplement, tu peux pas avoir une politique sociale on a besoin de loger les gens. Attention, moi j'ai des normes environnementales que j'impose aux acteurs privés. Attention, je vous oblige à mettre tant de pourcentage de HLM que vous êtes obligé de me revendre à tel prix. Et donc, l'acquéreur de l'autre bâtiment, il paye une partie du HLM quand même. Ouais. Hein, on est d'accord là-dessus. Oui. Bon. Et donc, s'il paye pas une crèche en même temps. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu contrains pour des politiques finalement sociales ou écologiques des acteurs privés à améliorer la presta finale et à la fin, la presta sera un prix que l'acquéreur particulier ne peut pas acquérir. Ouais. Donc, s'il y a personne pour faire le lien, il n'y a plus de construction. Dans ces zones-là, j'avoue que oui, effectivement, mon raisonnement, il est viable. C'est un peu un raisonnement franco-parisien, quoi. Donc, tu me dis, en gros, ça marche au-dessus de 4000 du mètre, on peut y aller, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en dessous de 3005, là, effectivement, il n'y a plus vraiment de solution pour construire. Après, en dessous de 3005, là, j'ai l'impression que la solution de l'État, ça va être d'accompagner les particuliers à rénover les passoires où ils montent des antennes et des bureaux d'accompagnement. Mais rénover une passoire, ça crée pas un logement. C'est ça que je t'explique. Il y a déjà quelqu'un dans la passoire la plupart du temps. Ah oui, rénover. Et malheureusement, démographiquement, il y a un trou démographique, mais la population continue d'augmenter, la décohabitation continue d'augmenter. Ça peut attirer les investisseurs quand tu es dans les zones, quand l'État il fait des zones de renouveau, etc., cœur de ville, etc. Là, il y a des aides. Un logement. Mais tu crées pas. D'être un
un pays où il n'y a plus un millefeuille fiscal. Bah, là, alors moi, ma philosophie, c'est qu'ils veulent bâtir des arrière-lots. Moi, je pense que c'est un peu la tendance. Et d'ailleurs, moi, je focus là-dessus où je construis des maisons d'arrière-lots. Je pense qu'ils veulent aller bâtir des arrière-lots et de densifier des terrains qui sont proches des rues où t'as pas des nouvelles canalisations à faire. Ça reste de la construction. Ça reste de la construction. Et ça reste cher et ça reste difficile à placer. Donc, moi, c'est juste l'équilibre de marché. Ça reste cher, mais je sais pas sur les modèles tradis, mais il y a des. Il y en a qui construisent encore de la RE 2020 pour des prix qui sont pas. Et dans le cas de la ZAN, je suis d'accord avec toi, c'est l'idée. C'est de densifier ce qui existe, d'aller taper de la friche, d'aller taper de l'arrière-lot, comme tu dis, et densifier, en fait, là où on est déjà implanté pour éviter, un, de polluer les sols, et deux, de devoir créer des infrastructures à tout va, alors que c'est plus facile si on regroupe les gens. La politique, c'est clairement ça. Maintenant, voilà, moi, je pense que là, mise en vente 2024, T1, moins 42% dans le neuf. Encore l'année dernière, on a déjà fait moins 30. Ouais. Là, on refait moins 42. Je te parle pas des ventes, je te parle des lancements. Ouais. Donc, ça veut dire que la décision des promoteurs face à ça, c'est on arrête de lancer. Ah oui. Faites ce que vous voulez, moi, c'est pas grave. Hein. Oui. Mais par contre, moi, mener un projet pendant 5 à 7 ans pour gagner 0, si vous avez envie de le faire, vous, État, si vous avez envie de le faire, vous, particulier, faites-le. Nous, on n'ira pas. Ouais, bah maintenant, ils se concentrent, ils vont plus aller faire du pari, aller repérer de la dent creuse, ils vont plus, et même de la réno. De la réno. Ou aller faire bloc à ICAD. Du centre commercial. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de diversification, mais à la fin, bah, je comprends pas comment on va faire baisser les prix sans augmenter le volume de l'eau disponible sur le marché alors que la population augmente. Ça va vraiment être compliqué. Bon, là, on est parti dans un truc ultra politique. Récemment, il y a des modèles qui sont en train d'émerger là à Londres où il y a des personnes qui disent que potentiellement les promoteurs ils vont devoir ils vont devoir revoir leur business model et plutôt que juste de construire et vendre, ils vont peut-être construire, exploiter et vraiment aller chercher de la rentabilité sur toute la durée de vie de l'occupation du logement en mettant de la conciergerie, en mettant du service. Ça va être aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des business models qui vont comme ça émerger? Est-ce qu'on va pas avoir aussi une privatisation de modèles comme le BRS où on va dissocier le foncier du bâti comme en Angleterre et de se dire au-delà de l'exploitation, il va y avoir une sorte de rente ad vitam aeternam pour le promoteur en complément de l'acquisition, non pas du foncier mais de l'appartement. Et donc on restera que finalement, usufruitier, je sais pas comment on peut te dire, mais en tout cas qu'il y aurait une dissociation et que finalement le promoteur garderait un tout petit bout de la propriété pour justifier le fait qu'il vende moins cher. C'est possible. Mais encore une fois, moi, j'ai du mal à envisager. Tu sais, je suis quelqu'un où je me dis, bah, l'immobilier, c'est censé, avant d'aller à 1 million, te constituer un patrimoine et pourquoi pas pouvoir te faire changer de classe sociale. Quand tu deviens propriétaire de ta RP, que tu arrives et que tes enfants, ils ont peut-être pour la première fois dans plusieurs générations quelque chose qui leur est légué, bah, tu peux aider tes enfants à améliorer leurs conditions sociales d'une génération à une autre. C'est un premier point déjà. Léguer 300, 400 ou 500 000 euros, c'est pas 1 million, mais c'est mieux que 0. Ouais. Tu vois. Et en fait, quand tu crées ces modèles-là, tu leur expliques clairement que aux particuliers, ça va plus être l'immobilier qui vous permettra de capitaliser. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je suis pas totalement d'accord avec toi parce que tu dis aujourd'hui, tu dis moi en gros on vient me voir, on me dit je vais être libre financièrement grâce à l'immobilier et toi ta réponse c'est de dire c'est plus possible. Je sais pas, en tant que marketeur, on doit répondre à la demande. Moi c'est pas moi qui. C'est quoi libre financièrement? Bah, t'es pas libre financièrement, toi. Tu travailles pour faire tes opérations. Oui, bah libre financièrement, ça veut dire en gros si t'as 1 million de patrimoine. Et que tu veux ralentir, imaginons. Tu peux, imaginons, vendre, quand tu as le million, tout ton million de patrimoine, les placer en bourse, prendre 8% par an et prendre 80 000 euros par an. Tu peux le faire. Je comprends. En fait, c'est un doux rêve. Les gens ne font pas ça dans la réalité, mais c'est juste une souplesse mentale de se dire je peux, et donc tu te sens plus. Moi, j'aime pas l'idée. Plus libre. J'aime pas l'idée. Moi, j'aime bien parce que ça veut dire que tu dévalorises un petit peu de l'autre côté l'impact du travail dans la constitution de patrimoine. Moi, j'ai énormément de jeunes que je connais. Je vais commencer par mes petits frères et sœurs, si tu veux, qui me disent, moi, aller travailler pour 1008, pour 2000, je crois que j'ai que ça à faire. Moi, je leur dis, mais tu vas faire quoi? Moi, 18h, 21h, je pense que je vais monter un truc lourd. Et je dis, ah ouais, vas-y, fais-le. Et en fait, ça leur met des rêves dans la tête. Moi, je suis pour, mais il y en a beaucoup que ça détruit. Parce qu'en fait, le travail n'est plus assez valorisable pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Faut travailler pour faire les 1 million de patrimoine, parce qu'à un moment... Mais toi, les 500 000, c'est une boîte que t'as créée. Et après, t'as fait la deuxième partie sur l'IMO. Ah, mais moi, je dis pas que pour faire le 0 à 1 million, il faut le faire qu'avec l'IMO. Moi, ce que je dis... C'est comment l'IMO appuie, alors? C'est que l'IMO, c'est ce qui va te permettre d'accélérer ton arrivée au million. Parce que, évidemment, bah,
il faut de l'argent Moi, pour tu investir vois, dans tu l'immo. vois ce que j'ai fait à titre perso, par exemple. Je suis pas un gros investisseur. Moi, j'aime bien l'immobilier, mais je préfère l'entrepreneuriat. C'est ça ma passion, tu vois. J'ai acheté une RP, un locatif. Je dois avoir un encours de départ d'autour de 600K. Ouais. Et ma grande fierté, c'est de me dire, attends, avec les taux que tu as eu à l'époque, bah, tu as 2000, 2002 qui sont capitalisés tous les mois, même s'il n'y a aucune augmentation des prix sur l'immo. Bah, déjà, ça sécurise sacrément la vie, hein, de te dire que tous les mois, tu mets 2200 € de côté. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ce qu'il Tu faut. comprends? C'est ce qu'il faut faire au minimum. Mais entre... Après, moi, je suis plus dans le côté liberté financière, je pense, par rapport à là, ce que tu me dis, c'est le fait d'être plus agressif aussi dans le frugalisme. C'est-à-dire que moi, mon point de vue, ça va être, tu vois, de dire aussi, donc déjà, va bosser. Le point de départ pour avoir 1 million de patrimoine, c'est d'avoir un bon salaire. Donc déjà, moi, ma vision, c'est entre 20 et à peu près 30 ans, tu bosses comme un fou. Ouais. Parce que c'est le moment où tu as de l'énergie, c'est le moment où tu apprends, etc. Donc là, il faut bosser comme un dingue. Et par contre, du coup, ma philosophie, c'est que si tu veux être libre financièrement, en fait, tu as 2 façons de vivre. Tu en as une, genre, société de consommation, j'achète tous les derniers iPhones, je voyage partout dans le monde, je me paye des grosses bagnoles et en gros, je bosse pour mon statut social, pour montrer aux autres que j'ai un lifestyle qui fait que je gagne bien ma vie. Ou de l'autre, moi, je vais plutôt être frugaliste et j'ai mis, tu vois, pendant 10 ans, plus de 50% de mes revenus dans l'IMO. Là où peut-être toi, tu as été plus, je sais pas, à 10, 20, 30. Moi, je vais dire, on est plus agressif sur l'investissement. On fait plus levier pour atteindre plus rapidement une liberté financière. Mais par contre, effectivement, si tu gagnes pas d'argent à côté, tu peux pas faire ça. Ouais, c'est ça. Tu peux pas faire ça. Non, mais bon, c'est important, tu vois, de le dire et de se dire, aller à 1 million, en fait, c'est même pas un objectif parce que n'importe quelle personne qui va aller à 1 million, elle va en vouloir 4. Ben oui, alors, moi, je m'arrêterai jamais bien non plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait, ton vrai objectif, quand tu te lèves le matin, c'est pas le million, c'est de réussir l'opération que tu es en train de faire. Oui, alors moi le 0 à 1, je l'ai déjà fait. Donc en soi, l'objectif de ma chaîne, c'est plus forcément le mien, c'est plus l'idée de dire, comme je l'ai déjà fait, je me sens légitime pour te montrer la voie et t'inspirer à le faire. Finalement, moi, si demain je vends côté neuf, ça vaut bien plus qu'1 million, a priori. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, le 0 à 1, je l'ai fait aussi, si tu veux. Ah oui, bien sûr. Mais en soi, c'est même pas l'objectif. Quand je me lève le matin, je me dis pas, tiens, combien va valoir ma boîte. Ce que je retrouve beaucoup chez ceux qui arrivent à devenir millionnaires, pour le coup, c'est que le million était pas forcément l'objectif en tant que tel. C'était l'objectif au tout démarrage, mais ils se sont pris de passion pour ce qu'ils font. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Ils ont mais c'est plus dur ce que tu fais. Moi aussi, ce que je dis, c'est que le 0 à 1 million, si vraiment tu veux juste faire 1 million, imaginons, parce que je pense que toi et moi, on vise plus. Mais si tu veux faire juste 1 million, c'est beaucoup plus facile d'avoir un job bien payé, de bosser fortement entre tes 20 et tes 30 ans et d'investir de manière agressive plutôt que de monter une société, parce qu'on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est très difficile. C'est pas simple. Et faire une société comme la tienne qui vaut plus d'1 million d'euros, alors là, le nombre de personnes qui peut y arriver, il est 1000 fois plus réduit. Mais je trouve que le nombre de personnes qui peuvent faire 1 million en IMO. Peut-être. En étant salarié, tu vois. Je te dis peut-être, mais des gens en étant salariés qui, sans la hausse des prix des 10 dernières années, vont faire 1 million aujourd'hui en partant de quasiment rien dans l'immobilier, juste avec un salaire de 2000-2500 euros. Je pense que ce sera aussi difficile que les entrepreneurs. Pour moi. Après, s'il n'exploite pas, s'il n'a pas les connaissances. C'est d'augmenter son salaire, là. Si t'es à ces niveaux-là, ton focus, c'est pas de faire de l'IMO. Donc c'est pour ça que je t'explique. Voilà, moi, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé dans le neuf. C'est parce qu'en screenant un peu les activités, tu vois, j'étais courtier, j'ai vu des vendeurs de neuf, je trouvais la technique pas bonne. Non, mais j'étais à la banque, j'ai vu aussi des entités bancaires qui vendaient du neuf. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce bordel? Ça va pas du tout, les pauvres clients, quoi. Et donc, j'ai créé ça. Et tu vois, je pense que le plus simple, si tu veux faire de l'argent, c'est un moment de lier ta passion à tes compétences, tu vois. Alors ça, c'est polémique, hein, le fait de conseiller, de faire de sa passion un métier. Je pense que c'est pas toujours le bon conseil. Moi, ma passion, c'est pas l'IMO. Hein. Ma passion, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Voilà, je pense que un peu quand tu regardes l'ikigai, la zone la passion doit faire partie de ton quotidien, mais c'est pas faire de ça. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui confondent ça il y en a beaucoup qui vendent ça en ce moment sur Internet. Fais de ta passion un métier. Faut qu'il y ait des gens qui achètent ta passion. Moi, si je faisais de ma passion un métier, je ferais du kitesurf toute la journée, je gagnerais 0, j'aurais pas de patrimoine et je sais pas si je serais heureux. Peut-être qu'en tant que prof de kitesurf, tu crées un centre de kitesurf. Peut-être. Paris Intra avec des vagues et tout. Ouais, peut-être. Mais honnêtement, moi, j'ai vu beaucoup de gens se planter en faisant de leur passion un métier. Quand je dis passion, c'est en fait... Faut que ça fasse partie.
Par contre, je pense qu'il faut que ça soit ça fasse partie de son quotidien, sans forcément être son métier. Moi, dans ma mentalité, si t'es pas un héritier, si tu veux gagner de l'argent, faut travailler énormément. Et pour travailler énormément, sans parler de passion, faut que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais. C'est ça que je veux dire. Là, on va être d'accord. D'accord. Ça, c'est certain. Et donc, quoi que tu fasses, immobilier, entrepreneuriat, bourse, parce que finalement, la discussion qu'on a là, moi, je l'ai déjà eu avec des investisseurs boursiers, me disent l'immobilier, mais attends, je m'en fous. Tu veux faire 1 million, faut pas faire d'immobilier. Fais de la bourse. Bah, pas du tout. Bah, pourquoi? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, fais de la bourse. Tout le temps le clash avec eux. Non, mais voilà, tu vois. Et donc, en fait, chaque personne, et eux, par contre, leur passion, c'est plus les investissements financiers, avec a priori, ils en vendent aussi, tu vois, généralement. Mais leur passion, c'est plutôt le côté financier, boursier, et eux ont été convaincus. En fait, je crois que à partir du moment où tu travailles beaucoup, que tu es capable, comme tu disais, d'être un petit peu frugal et de dédier une partie de tes revenus à quelque chose qui va te permettre de capitaliser et d'avoir un effet de levier, l'immobilier, l'intérêt, c'est que tu as un financement. Faire financer ton achat d'actions, c'est pas facile, tu vois. Ah oui, mais moi, je les vois bien venir, les mecs en bourse, là, à chaque fois que je les vois. Tiens, regarde, pour prendre ce débat, là, je l'avais aussi la semaine dernière avec un pote avec qui je fais un podcast qui vend, lui, de l'accompagnement bourse. À chaque fois, tout le monde me sort. Ah oui, mais j'ai regardé les courbes d'augmentation des prix de l'immobilier sur les 20 dernières années. J'ai comparé par rapport aux courbes d'augmentation de la bourse. Et en fait, il se trouve que la bourse est plutôt, je sais plus, à tel pourcentage et l'IMO est en dessous. Je dis, mais oui, mais moi, quand j'achète un truc en IMO à 100 000, je mets que 10 000, mec. Non, mais donc, je multiplie par 10 mon chiffre et tu vas voir que t'es. Non, mais surtout, tu l'achètes à J. Bah, tu vois, dans l'IMO, tu l'achètes aujourd'hui parce que tu as le financement. Donc, tu vas capitaliser la totalité tout de suite. C'est même pas une question d'apport, c'est que, tu disais x10, mais c'est parce que tu vas récupérer la totalité de la somme immédiatement. En bourse, tu vas la faire grandir petit à petit et donc tu auras les effets que dans 7, dans 8, dans 9 ans, dans 10 ans. Et t'as pas de levier. Donc, pour moi, l'enrichissement, il a rien à voir. Pour moi, c'est 1000 fois plus long de faire le million. Moi, tu vois, on discutait du million. Moi, je pense que l'intérêt, c'est déjà de capitaliser quelque chose. C'est l'immobilier, l'intérêt, c'est surtout ta résidence principale. Ça te permet assez rapidement, tous les mois, de mettre quelque chose de côté pour ta future revente. Tu vois. Je dis toujours, on parle à RP et puis. Moi, je fais même des coûts en RP. Je vais plus loin. Pour faire le million en IMO. Ça peut être une solution. Si t'as pas trop d'argent, ça peut être une solution. Si t'as que 2500 €, tu fais des coûts en RP. T'achètes au bon endroit, tu fais des travaux, tu revends, exonération des plus-values en RP, et au moins t'es tranquille. Moi, je fais. Et là, pour le coup, tu peux. T'as en RP, quand tu vois les niveaux d'apport, les plus-values que tu peux faire. En RP, t'as la possibilité d'entreprendre sans créer de structure, sans avoir d'impôts, sans avoir de TVA. C'est beaucoup plus facile d'aller faire le million en RP qu'en créant une boîte. Et si à chaque fois, je sais pas, dans ta vie, tous les 5 ans, tu prends 100 000 et que tu le fais, je sais pas, en 40 ans, tu le fais, imaginons, 5-6 fois, 5-6 fois en 40 ans, plus à côté un petit investissement locatif, t'as ton million. A priori, de toute façon, si tu gagnes bien ta vie, le million en IMO sur une vie, tu peux le faire. Ouais, et pourtant, il y en a plein qui sont locataires, et c'est pas toujours ceux qui gagnent de l'argent. C'est pas plein, c'est 42% des Français qui ont rien. Oui, ça je sais bien. Non, il y a que 58% de gens propriétaires. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la notion de million, elle doit déjà commencer par l'idée d'avoir quelque chose. Après, en soi, ces gens-là, ils vont pas nous regarder, je pense. C'est ça, moi, mon point. C'est que, en soi. Désolé, les investisseurs. Non, mais pour moi, celui qui, du coup, qui est en fait, cette personne-là, je vais un peu la piquer en faisant du contenu, en disant, voilà, si t'as pas de RP quand tu vas être à la retraite, que tu dois avoir quand même plein de jeunes qui se posent la question de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je commence par ma RP? Oui. Est-ce que je fais mais pour moi, ce débat, il est déjà tranché. Est-ce que je fais des doubles et des triples opérations sans le dire aux banques? Ouais, non, ça, non. Tu comprends ce que je veux dire. Par contre, le débat, il est déjà tranché. Enfin, est-ce que je fais une RP? Oui. Et si t'es à Paris ou t'es dans une zone où l'immobilier vaut très cher, il y a un intérêt à potentiellement faire d'abord du locatif avant d'acheter RP. Point barre. Si t'as une super opération où t'es locataire et que ça se passe bien, oui. Voilà. Ouais. Mais sinon, ce débat, il n'existe pas vraiment parce que dans la plupart des autres régions, il existe encore. Ouais, il existe encore. Il fait de la vue, mais entre guillemets, il est un peu tranché. Mais donc, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, pour moi, il n'y a pas de choix à faire entre le neuf et l'ancien. Tu vois, c'est vraiment un choix d'orientation lié à ton investissement. Qu'est-ce que tu veux faire de ton investissement? Ancien, tu vas être plus rentable, mais tu vas certainement plus t'en occuper avec une part de risque un peu plus importante à moyen terme. Et neuf, à long terme, tu seras pas plus rentable, pas forcément. Si tu dois le rénover.
Oui, voilà, c'est ce que je te dis. Donc, la rentabilité immédiate et affichée est plus intéressante dans l'ancien. Ça, c'est à peu près sûr. Plus c'est rentable, plus c'est risqué, ou plus tu y mets les mains. Le neuf, c'est beaucoup moins rentable en termes de rendement affiché immédiat. Par contre, bah, tu as ta sécurisation et tu as ton patrimoine qui se crée. Et donc, ces deux métiers... C'est plus facile à financer aussi. C'est plus facile à financer et il faut beaucoup moins d'apports. Moi, aujourd'hui, un acquéreur en Ile-de-France, par exemple, le surfinancement n'existe plus. Il y a toute une tranche d'acquéreurs qui va être entre 22, 23 et 35 ans. Est-ce que tu sais combien il faut d'apport pour financer un bien à 350 000 € en Ile-de-France aujourd'hui? Bah, tu m'as dit tout à l'heure, peut-être 5%, t'arrives à descendre. Dans l'ancien. Ça, c'était dans 5%, c'était dans l'ancien? Non, dans l'ancien, toi. Ah, dans l'ancien. Ouais, tu veux acheter un appartement en Ile-de-France, combien il te faut d'apport? Mais c'est minimum. C'est compliqué parce que moi, j'ai l'impression que je vis tout le temps sur une autre planète quand je réponds à ces questions parce que, bah, en fait, personne n'a les mêmes conditions. Et je dirais que ça peut monter à 20% si t'as un profil moyen et que tu peux être à 10 si t'as un bon profil. Moi, je vais te dire, même pour être plus gentil avec l'ancien, tu peux quasiment, si t'as un petit peu d'épargne complémentaire, avec 10% d'apport, tu sors quasiment ce que tu veux. Si t'as le bon taux d'endettement et que t'as un petit peu d'épargne en plus. Donc, 350 000 €, il te faut 35 000 €. T'es d'accord avec moi? 35 000 € cash à sortir le jour de la signature notaire, 3 mois après ton compromis. Dans le neuf, tu te fais offrir les frais de notaire, t'arrives, frais de garantie, frais de dossier. En gros, t'as 2% à mettre. Ouais. Donc, la même acquisition... Là, l'effet de levier, il est ouf. La même acquisition avec 7 000 €, tu peux la faire. Du coup, l'effet de levier, il est dingue. Moi, au-delà de l'effet de levier, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une très grande partie des jeunes qui vont t'écouter, qui vont avoir entre 7 000 et 35 000 €, mais qui vont pas les avoir, les 35 000 €. Alors, j'ai peu de jeunes qui m'écoutent. Ah, bah les vieux, alors. Donc les vieux... Non, c'est plus du... Enfin, tout dépend ce qu'on entend par jeune, mais c'est vrai que c'est plus du à partir de 27 ans, souvent. Moi. Ah ouais, mais c'est jeune, ça. Attends, moi, Oui, c'est jeune, mais... Donc, avant, j'étais jeune. Maintenant, il y en a qui s'intéressent à l'IMO à 20 ans aussi. Donc, oui, bah, c'est pour ça que je leur donne des petites alertes aussi, tu vois. Mais en gros, entre 7 et 35, moi, tu m'aurais demandé de là où je viens, à 25 ans, j'avais 27 ans, 28 ans, j'avais pas 35 000 € de cash dispo sur mon compte. Ouais. Donc, tu veux faire ta première acquise, même pour un roulement de 8, 9, 10 ans pour faire ton premier coup, ta première capitalisation qui va te permettre de faire ta seconde opération, t'as pas 35 000 €, tu ne peux pas aujourd'hui. Ouais. Le neuf, dès 7 000 €, tu peux. Et donc, ça te donne une solution au-delà de tous les autres avantages qui fait que si t'as pas l'apport suffisant, tu peux quand même faire. Ouais, j'aime bien d'être un pays où il n'y a plus un millefeuille fiscal. T'as un rendement de dingue, du coup. Bah, tu mets... Sur le capital investi. Oui. En tout cas, toi, tu mets que 2%. En fait, c'est même pas le rendement, c'est la capacité à faire. Oui, de se dire, est-ce que je peux acheter ma RP d'être un pays où il n'y a plus un millefeuille fiscal. Ouais. Tu vas voir ton banquier, il connaît pas le neuf, il va dire non, tu peux pas acheter. Tu viens voir côté neuf, tu peux acheter. Et donc ça, c'est quand même, tu vois, c'est aussi la dichotomie entre je peux faire, je peux pas faire. Oui, ça, les gens, c'est toujours difficile de percevoir. Et pour revenir du coup sur le fait, tu me disais tout à l'heure, je voulais juste finir par ça, tu me disais en SCI, j'aimerais bien qu'on creuse. Il revient sur le différentiel en SCI. Non, mais pourquoi en SCI En fait, j'ai envie de creuser, genre parce qu'on dit, est-ce qu'on peut pas faire le million de patrimoine avec le neuf? J'ai envie de pousser la logique au bout. Parce que c'est un sujet dont je parle jamais. Finalement, les règles de financement sont les mêmes. Si t'arrives à avoir de la SCI en différentiel dans l'ancien et que ton banquier il est gentil, il le fera aussi dans le neuf. Hein. Mais du coup, si moi je suis un investisseur, j'ai ma RP, je suis au 35% d'endettement, je suis mort, j'ouvre une SCI. Là, est-ce que je peux aller faire des coups dans le neuf en apportant 2% sans impacter mon taux d'endettement? Ton banquier est d'accord pour faire du différentiel en SCI. En soi, la SCI, le taux d'endettement n'est pas pris en compte. Moi, si le client... Parce que toi, tu pars du principe qu'il est pris en compte. Dans TSCI, peut-être, tu vois. C'est ça que je dis. Ça peut pas être une règle générale parce que moi, tous les banquiers il est pas pris en compte si tu te mets caution personnelle sur ta RP à côté, hein, je parle. Non, sur ta SCI. T'es forcément associé caution. T'es forcément associé caution. Mais si tu mets tout, quoi. Tu mets toutes les garanties sur la table, on va dire. En fait, dans ta SCI, t'es associé. Donc, t'es quasiment, forcément, lorsque tu fais un emprunt immobilier en SCI, caution de l'emprunt immobilier en tant qu'associé. Ouais. T'es associé caution. Donc, à partir de ce moment-là, les cautions doivent déclarer la totalité de leurs revenus et de leurs charges. Ouais. Libre au banquier derrière de les prendre dans le taux d'endettement général de la SCI ou pas? Normalement, le HCSF, il dit que le taux d'endettement, c'est pour les particuliers, c'est pas pour une personne morale. Oui, et donc là, après, on dit, ok, donc SCI à l'IR, oui, SCI à l'IS, non? Ou on dit non, SCI, pas du tout. Ça dépend des banques. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Finalement, si tu as le banquier, toi, qui accepte de faire des personnes morales... Il y en a plein. Oui, il y en a.
sans Bah, aucune plein. prise en compte du HCSF. Aucune. Ouais. Et qui te dit, mais attends, même ta RP, moi, je veux pas savoir ce que tu as comme endettement. Si tu les connais, alors à ce moment-là, oui, tu peux faire la même chose dans l'ancien que dans le neuf et tu peux acheter des biens IMO neufs en ne mettant que 2% d'apport. Aucun problème. Ok. Si tu me demandes à moi quel banquier le font, je ne sais pas. Parce que tu le vends. Hein? Tu le vends, le contact. Toi, tu vends le fait de trouver le bon banquier. Non, même pas. Moi, je vais te mettre dans les mains de partenaires financiers qui travaillent avec Ouais. nous et même qui sont pour la plupart apporteurs d'affaires avec nous. S'ils ont la solution, tant mieux. Mais moi, en tant qu'agent immobilier, Ok. ce bon banquier qui fait ça en SCI, en différentiel, sans prendre en compte tes encours RP, moi, je le connais pas. Ouais, mais après, moi, quand je crée du contenu, je peux pas me contenter de dire aux gens, entre guillemets, suivez-moi et je vais vous donner un conseil généraliste qui, en fait, ne délivre aucune astuce, aucun hack. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Forcément que je suis là pour, tu vois, leur dire, Mais bah, il faut- si, en me suivant, c'est possible, sachez que ça existe, à vous de creuser, Fouiller, ou fouiller. payez-moi et je vous, je vous le taper à donne. la porte de, Ou payez-moi de pas tous les et CIC, soyons copains tous et les je crédits vous le donne. mutuels de France. C'est ça. Ouais. Bah, Non, mais en soi, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Hein. Non, En soi, mais- il n'y a pas besoin d'aller Non, très mais très loin. je- hein. je- En ce moment, les banquiers, ils ont quand même besoin de délivrer des prêts pour Oui, vivre. Donc, et je- en ce moment, Non, mais là, ce que maintenant, je veux dire, ça c'est marche. que je sais qu'il y en a. Je sais que plus ton profil est bon, plus c'est possible. Plus t'as de bac au niveau financier, plus c'est possible. Mm. Plus t'as des enjeux croisés avec des sociétés, etc., que tu Plus c'est laisses dans possible. telle banque, etc., plus c'est possible. En fait, la question, c'est est-ce que le banquier remplit les cases ou pas? Oui, c'est ça. Donc, mais normalement, il est censé les remplir. C'est ça que je t'explique. En tant qu'associé caution, bah. Bah, de toute façon, sinon, il le fera pas. Mais Voilà. en tout cas, Donc- on pourrait faire le million avec une SCI en achetant du neuf. Bien sûr, c'est On tout pourrait pareil. le- Tout pareil. Si on trouve le financement. Exactement, tout pareil. Donc en fait, et tu mettrais beaucoup moins d'apport parce que l'apport nécessaire Ouais, donc minimum. le rendement sur le capital, il est dingue. Voilà, pour ceux qui aiment les effets de levier, là, N'hésitez pour le coup, pas, on a du... Et donc nous, notre travail, c'est de chercher et négocier les lots du Ouais. fait de notre effet volume. Donc nous, on va faire et la recherche sectorielle par rapport à un budget qui va nous être délivré par soit le client, soit par un partenaire financier. Et après, on va négocier chaque lot après avoir une lettre d'intérêt du client avec le Et en promoteur. ce moment, les négos, là. Franchement, là, juin, un peu moins. Ouais. Avril-mai, on s'est bien amusé. Ouais. Ok. Donc là, on a une petite crainte, c'est que les négos étaient très fortes. En moyenne, on arrivait à obtenir entre 5 et 10 de négos quasiment sur tout le stock. Avec déjà une baisse de prix préalable la plupart du temps. Donc là, ça a tapé assez fort. Je pense que la plupart des promoteurs, ils étaient en perte sur leurs OP. Ouais, Là, c'est un peu plus tendu. On a même une des 3 majors françaises qui a augmenté tous ses prix Île-de-France de 3% le 1er juin. Ah mais ça y est, ça va. Donc on est très Là, craintif. ça remonte vite, en Oh. fait. Hein. Moi, je suis craintif parce que les taux ont très très peu baissé. C'est remonté très vite, très rapidement. Et en fait, bah, comme toujours, malheureusement, les investisseurs, ils ont pas voulu y aller là sur le T1 Après, 2024. ils alors c'était quel veulent moment voir aussi pour pas prendre une tarte. Hein, c'est un peu logique. Là, ils Maintenant- vont tous arriver en même temps quand Ouais. les prix vont remonter. Je crois Du qu'on coup, est là, dans ça un- commence on est à- dans un enfin, croisement. c'est plutôt maintenant qu'il faut Ouais. le faire. Hein. Les taux ont un peu baissé. Les prix vont a priori plus baisser. Est-ce qu'ils vont remonter vite ou pas? On va voir, mais c'est pas impossible vu C'est la pas faiblesse impossible, des hein. stocks existants et dans le neuf et dans l'ancien. Parce qu'il y a Mhm. beaucoup de stocks qui est sorti. Hein. Moi, je pense que ça va monter très Donc- fort. Enfin, je pense que les prix vont. C'est possible. On dit que les 5 dernières années, c'était une anomalie, que les prix ont... En fait, c'est pas impossible que ça continue. Hein. Ah non, moi j'y crois. Et donc Moi, je c'est, pense aussi, hein. bah il y a une faiblesse de stock, grosse démographie, Donc, forcément, les revenus augmentent, l'inflation est là, donc a priori les prix vont augmenter aussi. C'est certain. La seule chose, c'est que là le prix, bah lui tu le renégocieras jamais. Ton taux d'aujourd'hui, dans 2 ans, si on est descendu à 2 points, tu pourras le renégocier. Et oui. Donc il faut. Là, il baisse la semaine pro, je crois, annonce BCE. très là. peu. Oui, mais c'est la BCE, donc tout ça c'est assez anticipé. Ouais. Parce que les économistes ils donnent un consensus un mois ou deux avant, donc le ATL baisse et donc le financement des banques finalement il s'adapte aux prévisions des économistes un mois Oui. ou deux avant. Donc, pas un impact de fou, mais ça va continuer de. Et puis c'est un symbole psychologique. Ouais, Hein. sur les Quand médias. la BCE dit on commence à baisser, justement là les clients vont commencer à se dire oh là là, les taux vont commencer à baisser, il faut peut-être que je m'y intéresse. Ouais. Et oui, tout le monde va arriver en même temps. Donc moi, ça fait 2-3 mois que je dis à mes clients attention, là les prix que vous voyez, vous me dites on va attendre que ça baisse. Attention, les taux que vous voyez, vous me dites on va attendre que ça baisse. Mais- On est peut-être dans le meilleur des mondes là en fait. Bah, c'est sûr. Mm. On est là, on est dans le bottom. À mon avis, moi si je devais refaire un invest block là, je le ferais là. Ouais. Moi, je suis agressif en ce moment. Ouais, C'est voilà. là que je déploie. J'ai été pendant 2 ans et demi
rien. Et là, Je me suis dit, ça, c'était cash trop. out. Et là, ouais, ça revendait bien, ça en rachète, cash out, les maisons toujours à fond. Tu fais du neuf, du coup, moi, Ah bah oui, finalement, j'ai vu maintenant. que Je fais du neuf. avec ta laine de verre sur le dos, t'es promoteur maintenant. Hein. Ben ouais, parce que en fait, je faisais beaucoup de simulations de flip de maisons individuelles. En fait, quand tu fais les calculs de combien ça te coûte de rénover, en fait, aujourd'hui, Limite, vaut mieux construire. Hein. vaut mieux construire. Hein. C'est plus rentable, quoi. Et donc et en plus, moi, la chance que j'ai, c'est que les constructeurs, ils ont pas de boulot dans les maisons Bon, individuelles. ils sont en train de tous mourir, hein, faut être franc. Bah, il y en a qui sont encore là et du coup, c'est les bons. Donc, c'est top parce que il te reste que les bons qui ont du temps et qui sont pas chers avec des prix qui vont sûrement, comme tu l'as dit, je pense, continuer d'augmenter. Je pense. Avec les taux qui baissent. Donc là, c'est le moment super pour faire momentum. une bonne opération en termes de prix qu'on va pouvoir aller regratter derrière en financement une fois qu'on a fait le levier. Ouais, clairement. Aller gratter un petit gain en intérêt d'ici 1 ou 2 ans avec des taux qui vont Et s'orienter. là, on sera limite en auto-fi, même avec du neuf. C'est possible. On y sera. C'est possible. sûrement. Surtout que les prix risquent de vraiment repartir. Hein. Donc, Bon, bah voilà. Si très vous avez confiant. Vincent, On y va. on y va. C'est maintenant. Vive Donc, si vous l'immobilier. voulez faire du neuf, allez le voir. Allez. Il y a de l'effet de levier comme j'aime. Côté9.com, hein, t'as pas dit. Hein. Côté9.com. Allons-y. Et puis, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci. C'est la première fois que je parlais dans le podcast du neuf. Je trouvais que c'était Eh ben, intéressant. Une bonne première alors. Et donc, merci à toi d'être Merci, venu. Et puis, Andy. suivez-le aussi sur LinkedIn. Moi, j'aime bien tes posts. C'est full valeur. Il y a des infos marché super intéressantes. Et moi, je On sais que essaye. j'aime C'est gentil. bien suivre tes posts. Donc, n'hésitez pas aussi à aller le follow Et puis- sur les comptes. Et puis merci pour un l'invitation. petit like. Et de rien, c'était avec plaisir, Vincent. Allez, bon.